Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va retrouver notre cœur d'enfant et on va parler du Prince oublié de Michel Hazanavicius avec Omar Sy. À mes côtés pour cet épisode, j'ai la princesse et le prince de la ville, j'ai Perrine Kenson. Salut Daniel. Et Yerim Sar. Salut. Il est l'heure d'aller se coucher là. Et vite, sinon il va être trop tard pour l'histoire. Alors on était où déjà ? Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle. Début de l'histoire dans 2 minutes. Et chaque soir, J'arrive, princesse ! le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où, Comment ça, pas d'histoire ? Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toutes seules, mes histoires maintenant. Tu comprends ? C'est la fin, mon pote. C'est la fin, mon pote. Vous l'avez reconnu, cette superbe voix de François Damiens qui donne tout ce qu'il a, en fait. J'aime bien. François Damiens, il vient, il est toujours là, il est toujours à fond. Et donc c'est l'histoire d'un père qui endort sa fille tous les soirs avec des histoires un peu farfelues où il se met en scène en tant que prince. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme dans tous les films de Miyazaki, il va découvrir que sa fille, elle grandit et que grandir pour une petite fille, ce n'est pas facile tous les jours. Et que pour lui, ça va être, c'est pas la tristesse d'une petite fille, mais ça va être la tristesse d'un papa qui va découvrir que, je peux plus saouler ma fille avec ces petites histoires. Et son monde imaginaire va se morceler au fur et à mesure. Perrine, je te vois sourire. Ça t'a pas parlé à ton petit cœur de... Non, mais c'est intéressant le pitch que tu viens de faire, parce que tu dis, ah non, en fait, c'est l'histoire d'un père, c'est l'histoire d'un père. Et je trouve que c'est exactement le problème du film, en fait. C'est-à-dire que je sais pas tellement à qui il s'adresse, ce film-là. On n'est pas sur un film du point de vue d'un enfant, d'une petite fille, ou enfin d'une jeune petite fille, puisqu'elle a 12 ans après dans l'histoire. Donc on n'est pas vraiment sur ces problématiques à elle, de grandir, de rentrer, au collège, les nouveaux copains, le petit copain. Enfin tout ça, on n'est pas sur ces thématiques-là non plus. C'est effleuré, mais c'est pas vraiment le sujet. Et le sujet, c'est plus le père. Donc, mais en même temps, c'est un film qui clairement, on l'entend par le ton de la bande-annonce, c'est un film qui est clairement adressé aux enfants. Donc, au bout d'un moment, je me dis, mais à quel point on peut intéresser tant que ça les enfants sur finalement le point de vue du papa qui découvre que sa fille grandit et qu'il peut plus être justement son prince charmant. Ça y est, on est en train de buter Antigone, le complexe d'Antigone ou d'Oedipe là. Et donc finalement, je me dis à quel moment les enfants sont vraiment intéressés là-dedans. Et le film a tout le temps cette espèce d'entre-deux qui fait que ce n'est pas désagréable à regarder, et loin de là. Mais c'est juste que à plein de moments, je me suis dit, mais... Ok, mais moi je sais pas trop où je dois me situer, parce que ça fait pas non plus appel à mon âme d'enfant, ça fait pas appel à mon âme de maman ou future maman, j'en sais rien. Donc je sais pas du tout vraiment. Et même la façon dont est construit ce monde imaginaire dans lequel on va pénétrer, pareil. Moi je me suis posé à plein de moments la question, mais on est dans l'imaginaire de qui ? Est-ce qu'on est dans l'imaginaire du père ou est-ce qu'on est dans l'imaginaire de la petite fille ? Puisqu'il y a plein de moments où je me dis, c'est clairement le père. Puis après, je me dis, mais attends, ça, il peut pas l'avoir comme information. Donc, comment le monde peut être atteint, son monde intérieur ? Donc, en fait, je trouve qu'il y a plein c'est sympa dans l'ensemble, mais si on commence à regarder dans les détails, c'est là qu'il y a des problèmes, en fait. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Yerim ? Globalement, j'ai trouvé ça mignon, on va dire. Après, j'ai eu un énorme souci, c'est que j'ai déjà vu un film qui s'appelle Vice Versa, et ça lui emprunte vraiment beaucoup trop. Même sans spoiler, mais même la thématique. Alors le meilleur ami imaginaire, le monde des oubliés, donc plus ou moins les amis imaginaires. Enfin, ça fonctionne pareil, même physiquement parlant. Enfin, c'est une fausse, c'est vraiment la même chose. Puis il y a la thématique de la fugue à un moment qui provoque tout. C'est aussi dans Vice Versa. L'abandon. C'est vraiment, c'est très 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 proche. Et le truc, en plus, c'est que je trouve qu'il s'amuse pas assez avec son monde imaginaire. Enfin, tu vois, au détour de certaines images, tu vois donc le pied d'un éléphant géant, tu vois des êtres complètement magiques, farfelus, etc. Enfin, t'as notamment qui sont bien faits en plus. C'est-à-dire que tu te dis, mais il pourrait vraiment en faire quelque chose. Et en fait, surtout, il nous montre des coulisses, en fait. Il montre les coulisses, mais rien ne l'aurait empêché, tu vois, de faire plus. En fait, il fait ça dans le monde des oubliés. Dans le monde des oubliés, là, t'as vraiment un bestiaire un peu plus étoffé et tout. On s'amuse un peu plus dans le monde des oubliés. Ouais, clairement. Pour être honnête, c'est un peu plus post-apocalyptique. Non, pas avant que ça s'écroule. Vraiment juste quand il vient leur rendre visite, contre son gré, on va dire. Et là, t'as vraiment les personnages qu'il lui a inventés quand elle était
beaucoup plus petites, genre bébé, et donc là, t'as vraiment des animés, Oui, ils ont des gueules de trolls. Et voilà, t'as vraiment des trucs plus farfelus. Après, je trouve que tout le monde joue plus ou moins bien, y compris la petite ado, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Il y a une petite fille et une petite ado. Ouais. Moi, j'ai une référence pour la petite fille. Je trouve que la petite fille, elle est encore plus... Elle a quelque chose de beaucoup plus touchant que l'ado. Va jouer l'ado. Quand t'es une ado, c'est pas si simple, en fait, j'ai l'impression. Et l'autre, elle joue sans retenue, c'est ça qui est assez... Ah ouais, elle est choupie. Il y a un vrai bon casting sur la petite fille. Enfin, vraiment, moi, j'y ai cru à l'évolution, en fait. C'est-à-dire passer c'est totalement cohérent. J'ai une question pour vous. C'est Omar Sy, sa carrière. Est-ce que c'est pas le fait d'être père célibataire? Parce que moi, j'ai vu Demain tout commence. Alors, je préviens, je n'ai pas aimé Demain tout commence, mais genre déjà, il était le papa tutélaire, celui qui se charge de tout. Et là, il nous refait exactement la même. Est-ce que c'est pas son genre? Est-ce qu'il n'est pas prisonnier de ce rôle? Soit ça, soit parler à des dinosaures. C'est quoi? Quel est l'arc de carrière? On va après parler de l'arc de carrière de Michel Hazanavicius, qui est encore plus compliqué. Mais je me demande, est-ce que c'est pas son rôle maintenant de jouer les papas un peu lunaires, quoi? J'arrive pas à trop savoir ce que joue en fait Omar Sy. J'en ai vraiment aucune idée. J'ai l'impression qu'il est. Bien, hein, mais... Ah non, mais c'est pas une question qu'il le fasse bien ou mal. C'est juste que j'ai l'impression qu'on le case. Je suis pas sûre qu'on se serve toujours vraiment de toute l'étendue potentiellement du talent de Omar Sy, mais qu'on le case que dans un truc de bonhomme un peu sympathique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une déclinaison d'intouchable en permanence, et je trouve ça un petit peu dommage en fait, parce que je me dis j'aimerais bien le voir vraiment dans un truc, soit alors pas à l'américaine quand il joue donc en effet avec les dinosaures, ou avec c'était dans quoi, dans X-Men, il joue Bishop, il joue whatever qu'il joue, et donc on s'en souvient pas, mais mais dans les films français, j'ai l'impression qu'on le pose à des endroits et on lui demande pas plus de jouer quelque chose que d'être Omar Sy. Et je me dis, mais c'est un petit peu dommage quand même, parce que je suis sûre que ce garçon a beaucoup de talent. Il a une palette assez incroyable. Oui, mais moi, j'ai cette impression en tout cas. Oui, mais on lui donne pas l'occasion de le démontrer. Peut-être qu'il l'a eu. J'ai pas vu L'Appel de la forêt, et je l'ai pas vu face à l'animal imaginaire, le chien imaginaire. Ouais. Parce que les affiches sont très drôles par contre. Parce que quand t'as marqué Harrison Ford à gauche ou Omar Sy à droite, et que tu vois un chien à côté d'Harrison Ford, c'est plutôt c'est maladroit, mais c'est assez comique. Moi, je le capture, quoi. Oui, et puis le trailer me font très peur, moi, en fait. Mais donc toi, Omar Sy, je trouve qu'il est un peu, je pense qu'il pourrait faire autre chose, parce que dans Chocolat, il faisait autre chose, vraiment. Et c'est pas mal d'ailleurs. Ça marchait plutôt très bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans Le Chant du Loup, en fait, par exemple, où il était vraiment. Oui, aussi, pourquoi pas. Ouais. Mais c'était vraiment pour. En fait, j'ai pris Chocolat parce que là, c'est vraiment l'opposé, c'est-à-dire que c'est un personnage tourmenté qui a une fin tragique, etc. Donc, il peut le faire. Maintenant, oui, je pense que le cinéma français l'appelle pour que ce soit Omar qui sourit tout le temps, qui sort sans rire tout le temps. Quand il fait Knock ou des choses comme ça, là il va faire Arsène Lupin, j'ai l'impression qu'on le cale dans des trucs. Il y a un new Arsène Lupin avec, en série télé, enfin pour Netflix. Netflix, je crois. Il fait une série Netflix, Arsène Lupin. J'ai envie de voir ça. Mais Arsène Lupin maintenant, au 21e siècle. Mais grand remplacement, tout ça. Grand remplacement, c'est ça. En fait, c'est-à-dire on prend des figures blanches de l'histoire du cinéma et de la littérature et on met Omar Sy à la place. Non, mais j'ai envie de voir ça. Mais attends, mais moi, les Trois Mousquetaires, tu me le mets dans. Il ferait plutôt Porthos, c'est carré. Mais... Ah ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je donne des idées. Mais tu sais quoi, si Depardieu l'a fait, il pourrait le faire. Et il était très bien, Depardieu. On va s'écouter un petit extrait de trailer. Tu peux m'expliquer ça? C'est tout de moi? Tu regardes pas mes textos? Je fais ce que je veux, je suis ton père! Vous y connaissez en fugue? Vous êtes un super papa, mais faut bien la laisser grandir. Moi bloqué ici, et donc c'est sans issue. Ne laisse pas oublier, Brun! Et toutes ces histoires, alors pour finir oubliées? La princesse est en danger, il faut que j'y aille! Je vais vous ces petites oui, non, il fallait laisser les petites étincelles. Je veux vous avouer que je suis un peu ému par ce rôle de Bénédicte Bejo, qui joue encore les Manic Pixie Dream Girl, puisque littéralement c'est elle qui lui donne toutes les clés. Oui. Elle n'existe pas à part, c'est la fille de la voisine. La fille elle a hérité de l'appart, voilà, c'est tout ce que tu sais. Et puis au fur et à mesure, c'est elle qui va être littéralement la boussole
la boussole morale et de conduite de Omar Sy. Elle existe littéralement pas, même dans le monde imaginaire, puisqu'elle est transparente et que c'est la fille à la porte. Donc, je veux dire, et c'est dommage parce qu'en vrai, je trouve qu'elle est très très bien. Pour le coup, Bérénice Bejo, elle apporte quelque chose d'hyper lumineux dans le film. Elle est vraiment chouette. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est un peu là, genre, bon, bah. En fait, je pense que vraiment en dehors de Omar Sy et un tout petit peu peut-être la petite fille un petit peu plus, mais encore une fois c'est l'ado. Mais à part François Damiens qui fait une sorte de vrai rôle de composition en prix de prout, c'est tout un concept, prix de prout. Ouais. Mais et qu'il y a une espèce de buddy movie qui se crée à la Thor Loki in the Space Dream, je sais pas quoi. Je trouve que personne n'existe vraiment dans ce film. C'est pour ça que je dis dans l'ensemble c'est sympa, mais dès qu'on s'attarde aux détails, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, en réalité. Il faut toujours, je me demande toujours, est-ce que ça fonctionne sur le premier public ? Et alors, il y avait des enfants, en ce moment c'est les vacances, donc il y avait des enfants dans la salle, et les enfants rigolaient beaucoup à Prix de Prout. Et Prix de Prout, et toutes les blagues un petit peu caca et tout ça, et je me suis dit, mais c'est là où aurait dû aller le film, être un peu plus farfelu, pour moi, le monde, c'est ce que tu disais, le monde dans lequel tu rentres, ça aurait dû être Dumbo, quoi. Ça aurait dû être un truc un peu avec des éléphants qui volent et tout ça. Et il est très terre à terre, en fait. Parce qu'en fait, étrangement, il se permet pas d'aller à fond dans tous les aspects du film. C'est-à-dire que t'as pas vraiment la... non, mais il y a un orage. Je sais pas si ça tombe dans les micros, mais alors il y a une pluie, mais c'est dantesque. C'est une pluie battante. On va pas la couper au montage. C'est comme l'apocalypse dans le monde imaginaire du film. Quoi. Ça vient d'un coup. Oh, un nuage noir, bam, tout est fini. Mais ouais, il va pas à fond dans son monde imaginaire. Il va pas non plus à fond dans, on va dire, la vie quotidienne de la petite ado, parce qu'en fait parce que c'est pas le sujet. 3 mini-séquences, machin. Ouais. Et vu qu'ensuite il lui reste pas non plus des heures et des heures pour on va dire l'arc narratif d'Omar Sy, là aussi, la voisine jouée par Bérénice Bejo, elle est parachutée dans le truc, elle tombe presque instantanément amoureuse du personnage d'Omar, on sait pas vraiment pourquoi. Parce qu'il est sympa. C'est parce qu'effectivement c'est deux personnes très seules dans leur vie, et donc c'est comme ça. Bah oui, elle est belle, il est beau, elle est où quoi. Voilà quoi. Donc du coup c'est très chaque truc gagnerait à être développé, mais alors les trois qui cohabitent dans un même film, puis on n'a pas parlé, parce que alors, lui le pauvre il est ultra mal servi, c'est le crush on va dire de la petite qui est alors d'un côté c'est normal parce que c'est le cliché de l'ado gosbo et tout, ils en ont fait un poil trop sur sa mèche qui est quand même énorme, je pense qu'il a les cheveux plus longs que toi. Ouais, je pense, clairement. Un petit peu post-Zac Efronisé. Entre Zac Efron et Bieber, quoi. Bieber, vieille période. Très bien vu. Et c'est vrai que à l'école, ça va être dur. Mais c'est vrai que lui, par exemple, à la fin, en fait, quand il se révèle, on va dire, c'est un non-événement total. T'as rien qui se passe autour de lui. Et c'est un peu dommage. Il aurait pu avoir un arc de rédemption. C'est très survolé. Oui, mais tout est survolé. Tout est survolé, en fait, c'est ça. Mais c'est aussi, parce qu'on parlait du lieu des rêves, le lieu de composition des rêves qui ressemble donc à un studio de tournage hollywoodien. On a l'impression d'être dans les studios Universal. On a l'impression d'être dans The Artist. T'as le même plan, en fait, sur les... complètement. Puis on a cette idée de vraiment les studios, puis un peu derrière les loges, le côté un petit peu suburb et tout. Mais en fait, c'est un peu tout... Je trouve que le film survole aussi la carrière un peu d'Azanavicius, en fait. Alors, c'est ça où je voulais en venir. C'est là où tu veux en venir. Mais parce qu'en fait, pour moi, donc déjà, ce côté hyper hollywoodien du monde des rêves, on pense vraiment forcément au passage hollywoodien d'Azanavicius avec The Artist. Pareil, le comportement de Omar Sy, il y a des répliques d'Omar Sy à plusieurs moments. Je me suis dit, mais j'entends OSS 117 parler, en fait. Ah ouais, il y a 2-3 trucs d'attitude et dans le monde des rêves. Dans le monde des rêves, quand il parle aux gamins, notamment quand il parle au nouveau prince, au petit Max, il lui parle comme dans OSS 117, mais c'est vraiment assez fou. Et je trouve que il y a une espèce de mélange global de ce qu'il a pu faire, excepté peut-être les deux derniers, quoi qu'encore l'aspect cinéma making of. The Search, The Search, il y est moins. Après tout, on part à la recherche en même temps de la princesse et de pourquoi tout s'écroule. Mais c'est peut-être ça le Search. Mais après, sur le côté redoutable, le côté mise en scène, vision du réalisateur, j'ai l'impression que c'est une espèce de film-somme, c'est bizarre à dire, film-somme d'Azanavicius dans un monde pour enfants, ce qui fait qu'il y a un espèce de décalage et en même temps de patchwork, en fait, au final, plus que l'espèce de grand éléphant qui
qui se détricote au fur et à mesure d'une scène d'ailleurs qui est plutôt mignonne. Mais voilà, il y a cette sensation de patchwork qui encore une fois fait qu'on ne sait pas trop regarder en fait, on ne sait pas trop ce qu'on doit prendre du film. Mais pour revenir sur juste un détail, c'est vrai que sur la proximité avec OSS 117, enfin qui saute pas aux yeux au premier abord, mais c'est vrai que quand Omar est dans le monde imaginaire, donc c'est le prince. Et quand, par exemple, François Damiens lui dit ouais, un jour en fait tout finira machin, et qu'il a cette espèce de rire ultra sûr de lui, mais très surjoué, parce que tu sais qu'on lui a demandé de le faire comme ça, voilà, c'est vraiment ça, avec le sourire étincelant derrière, tu dis ah ouais, ça effectivement c'est, sauf qu'OSS du coup le fait au premier degré parce qu'il est con, mais en même temps il fait comprendre que le prince c'est un peu un benet aussi, enfin on lui dit quand même tout va bien tout le temps, toujours, puis même Prix Prout lui dit genre entre bon et con il y a quand même une marge qui est quand même très très limitée quoi. Donc moi je trouve qu'il est quand même très proche de cette idée du grand con de OSS 117 quoi. Est-ce qu'on se souviendra pas de ce film comme dans la carrière d'Azanavicius comme celui qu'il a fait pour pas faire OSS 3 en fait, parce que tout le monde lui dira toujours t'as fait ce film plutôt qu'OSS 3. Alors on sait pas comment s'est passé moi j'avais compris qu'ils s'entendaient plus. Oui, moi aussi j'ai compris que c'était avec le scénariste que ça n'allait plus. J'ai compris que c'était avec le scénariste et avec Dujardin. J'ai entendu avec Dujardin. Ouais. Mais bon voilà ça. Vous êtes plus people que moi. On a nos sources. On a nos sources. Ouais. Et du coup ouais non, c'est que ça sera à jamais le film que après, ça dépend de la gueule d'OSS 3, tu vois. Imagine, c'est vraiment un truc abominable. Bon, les gens diront, c'est con, t'aurais pu faire mieux. Mais si c'est du même niveau que les deux premiers, je sais pas si les gens vont vraiment faire chier Azanavicius là-dessus, quoi. Non, c'est vrai qu'il peut en sauver. On peut au moins lui dire, on peut lui au moins reconnaître un truc, c'est que quand même, je pense que c'est aussi sa manière de pas pouvoir gérer le succès, c'est-à-dire il fait quand même les deux OSS, c'est le seul arc qu'on peut lui définir. Et après. Il dit non faut que je fasse complètement autre chose, il fait Vie Artiste et ensuite il va faire complètement autre chose, il fait The Search, enfin il fait le segment dans Les Infidèles, mais il fait ensuite il fait Le Redoutable qui a rien à voir. Au moins il essaye toujours à chaque fois quelque chose de différent. Alors je sais qu'il s'était exprimé un peu là-dessus, enfin en partie quand en gros on lui demandait pourquoi qu'il avait forcément il a eu des ponts d'or après The Artist aux États-Unis et il les a tous déclinés. Et lui en fait en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est que il préfère. Alors, il y a des questions de vie privée qui rentrent dans son raisonnement, mais c'est surtout qu'il préfère en fait être à l'aise, et il est plus à l'aise et libre entre guillemets ici que sur des trucs qui auraient été moitié commande, moitié machin. En tout cas, c'était son explication. Un peu comme Jean Dujardin, en fait, de cette façon, qui lui-même n'a pas fait de carrière aux États-Unis, alors que il a fait un rôle dans Monument Men et après il a fait le Loup de Wall Street. Oui, le Loup de Wall Street, tiens, j'avais oublié les deux. Enfin, mais après plus rien. Mais surtout, c'est qu'à chaque fois, c'est le Frenchie ou en tout cas l'européen. C'est ça, exactement. Enfin, il joue le mec un peu détestable européen. Mais bon, ça c'est pas, tant pis. Mais en même temps, on peut peut-être trouver une curiosité chez Azanavicius, une volonté de pas s'enfermer dans quelque chose et de tester des nouvelles choses, même si là encore une fois je trouve qu'il y a des tests sur les enfants là. Oui, mais cette phrase est chelou. Et donc mais je vois des enfants de laboratoire sur les gosses, les X-Men. Non mais après il tente, après je sais pas à quel point ce projet lui est personnel, je sais pas à quel point ce projet il en avait envie ou besoin, mais comme je trouve que c'est tellement composite de beaucoup de choses, et tu parlais de Vice Versa tout à l'heure, oui on pense à Vice Versa, évidemment qu'on pense à Vice Versa, mais Vice Versa, en fait le film n'a pas compris Vice Versa. C'est Vice Versa, c'était des émotions, là on est dans des idées, c'est quand même pas la même chose. Donc d'un seul coup on confond, et ce qui fait que d'un seul coup narrativement, j'avais dit 2 fois d'un seul coup, c'est chiant, mais voilà, narrativement c'est un peu problématique. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a eu je sais pas qui a dit c'est fini le scénario là maintenant, mais je pense qu'il y aurait une petite 4e relecture ou je sais pas quoi qui aurait pas fait de mal derrière. Alors c'est le moment, on va dire combien on met sur la table pour aller le voir, Perrine. Je sais pas, moi je mettrais bien quand même 3 €, 3-4 €. Le prix d'une place enfant. D'une place enfant, maintenant, c'est 4 € normalement, a priori. Donc, je dirais une place enfant, même si je ne pense pas que ce soit vraiment pour les enfants. Vous savez, je veux juste revenir là-dessus sur le fait que je ne suis pas sûr que les enfants pichent tout. Pour moi, ça me fait l'effet d'un film qui s'appelle Volt de Disney. Et c'était avec un chien. Et en fait, il avait une identité secrète. En fait, les histoires de mise en abîme et de genre, on tourne les tournages et on voit les coulisses, ça passe pas du tout en fait sur les enfants. Les enfants, ils comprennent rien. On disait ça sur Vice Versa aussi. Et en fait, c'est compensé.
c'est des films qui peuvent avoir une relecture derrière. C'est-à-dire que sur le moment, les enfants prennent les gags et si les gags fonctionnent, ça fonctionne sur eux. Après, là, encore une fois, je sais pas si tous les gags fonctionnent tout à fait pour eux. Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est pas clair à ce niveau-là. Mais je pense que il y a quand même, comme tu l'as dit, cette blague prix de prout pour que ça peut-être que ça fasse mouche, tu vois. Mais voilà, moi je dis le tarif enfant. C'est vrai que Damien ferait un vrai, enfin tu vois, dans un monde pour enfants, enfin dans un film pour enfants, ferait vraiment au premier degré un bon méchant de conte ou de trucs comme ça, quoi. Il ferait un bon prix de prout, un Gargamel, quoi. Ouais, oui, voilà, c'est exactement un Gargamel. Exactement. Ouais, c'est Ils font un Gargamel dans tous les. C'est Peyo qui disait dans tous les paradis, il faut toujours un Gargamel. Voilà. Toi, tu mets combien? Combien t'emmènes tes petits neveux? Je mettrais 2 €, je pense. 2 €, comme ça mais pour les petits, pareil. Alors c'est direct ou DVD alors. Un peu, un peu. Bon, moi je mets prix enfant, 4 €. Je pense que c'est un film vraiment compliqué, trop compliqué pour les enfants, et c'est ce que tu disais, on voit le point de vue de Omar Sy qui comprend ce que c'est que de devenir père, alors que c'est pas exactement ça le plus intéressant. En fait, le plus intéressant, ça a été la transformation de la petite fille. En fait. Ça a été la petite fille, et la petite fille, à un moment, on la voit carrément pas, en fait. Puisqu'elle disparaît. Déjà, il triche sur un truc assez important, c'est qu'elle est une fois dans le monde imaginaire et après, elle est zappée du monde imaginaire direct. Oui, c'est vrai. Il y a un autre personnage qui prend cher par rapport à ça. C'est la mère. Ah oui. La mère de la petite fille, elle prend méga cher dans cette histoire. La mère, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Surtout, je n'ai même pas compris dans le les truc. oubliés, en plus, c'est pas juste qu'elle soit dans les oubliés. Mais j'ai même pas compris le truc. Elle avait besoin de s'effacer. C'est terrifiant. Il y a un espèce de sous-arc qui n'est jamais exploité sur la douleur d'avoir perdu le coparent, d'avoir perdu la femme aimée, d'avoir perdu tout ça. Et c'est il en parle jamais, lui. Il en parle jamais. Alors, en fait, t'as une sorte de petit gros plan qui balaye un petit peu les photos souvenirs. Famille, ouais. Et bon, voilà, ça te fait comprendre qu'effectivement, il est veuf, il est très attaché à elle, etc. Et c'est tout, quoi. Enfin, c'est suggéré. Après, tu n'y reviens jamais. Après, il tombe amoureux de Bérénice Bejo, c'est ça. C'est le cheat code. C'est la magie du cinéma. Et vous avez, je suis sûr, une reco. Yérim, je suis sûr que toi, t'as une reco. D'où le petit merde. Non, mais en plus, j'y avais pas pensé, mais j'en ai une. Mais alors, du coup, c'est pas grave si c'est pas un truc à regarder, que c'est un truc à lire. Ah ouais, aucun problème. Ok. Alors, c'est un livre qui s'appelle Sexe, mensonge et banlieue chaude, d'une certaine Marie Minelli, qui est en fait le pseudonyme de Marlène Schiappa quand elle écrivait du porno. Et c'est le truc le plus involontairement drôle que j'ai vu. Trop d'infos dans une seule phrase. C'est quoi, j'étais absent pendant 2 mois pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, remarque, Giscard a écrit un porno. Ouais, voilà. Schiappa a écrit du porno. Ouais. Des livres coquins, on va dire. Je trouve ça cool. Et alors, ça aurait pu être cool, mais en fait, c'est juste involontairement drôle parce que déjà, c'est excessivement mal écrit. En gros, c'est l'histoire d'une grande bourgeoise qui veut se mêler à la plèbe et donc elle couche avec des... Ouais, ça lèche des aisselles de Djalil à toute patate. Hein. C'est vraiment des trucs comme ça. Donc ouais, elle fantasme à mort sur les rebeux de banlieue, en gros. Elle se fait une nouvelle meilleure pote qui est une Renoir grosse, forcément. Et elle utilise des expressions, du coup, pour se fondre dans la masse, comme sur la vie du Coran de la Mecque. Personne ne parle comme ça. Donc, enfin voilà, tout est problématique dans le bouquin. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Et c'est magnifique. Si j'avais un ami qui avait un PDF à cette table, ouais, je pense qu'il te l'enverrait très bientôt. Bon, voilà. Si à part, je suis sûr que toi, tu as une. Ah oui, à un moment, il y a une scène de masturbation avec une bouteille de Rexona. Voilà. What? Alors, j'espère que tous les parents qui ont écouté jusque-là pour savoir si j'espère qu'ils sont arrêtés à le livre de porno de... Voilà, désolé pour eux. Toi, qu'est-ce que tu as quelque chose? Getting better and better. En fait, là, en réfléchissant très très vite, je vais pas dire vice-versa puisqu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que j'ai pensé à un autre film sur le rapport père-fille avec cet aspect un petit peu fantastique, l'aspect qui pour moi fonctionne plus sur le côté émotionnel, qui se raccroche plus en tout cas à la relation et à la notion de perte, c'est Casper en fait. Casper avec Christina Ricci et je suis en train de chercher le nom du père. C'était Bill Pullman, je crois, qui faisait le père dans Casper. Et pour le coup, il y avait cette idée d'un père et d'une fille qui ont la maman a disparu et c'est comment on se réaccroche l'un avec l'autre, comment on recrée du lien. La gamine est adolescente, pareil, elle a besoin de s'éloigner, elle a besoin de créer du lien avec d'autres personnes et le père
perd un peu le contrôle en fait de sa fille, c'est la perte de repères, et tout ça va repasser par des histoires de deuil et un petit fantôme dans l'affaire. Mais c'est plutôt c'est à ça que je pensais pour ce rapport père-fille qui je trouvais fonctionnait très bien dans Casper. Après, je l'ai pas revu depuis très très longtemps. J'étais méga fan quand j'étais petite, donc peut-être qu'il faut me laisser cette marge d'erreur. Mais je l'ai jamais vu, mais tu m'as hypé sur Casper. Oh, mais c'était super. Moi, Casper. J'aime les films sur le deuil caché dans le bonheur. C'était hyper beau, puis t'avais deux tontons fantômes qui étaient juste des gros boulets pas gentils et tout, qui essaient de tuer tout le monde. C'était super. C'était vraiment super. Vous m'avez hypé tous les deux. Si vous aimez pas, matez La Grande Aventure Lego, c'est pareil. Ah ouais. Et moi, je vais recommander un autre film, un film que beaucoup de gens ont vu parce que c'est quand même des réalisateurs connus. C'est un film de Toledano et Nakache qui s'appelait Samba. Et pourquoi ? Parce que c'est Omar Sy qui incarnait le rôle titre avec Tahar Rahim. Et ce film est intéressant à plein d'égards, et je me souviens que je suis sorti un peu perplexe parce que clairement Toledano et Nakache, ils étaient sur une pente aussi de la win, comme Hazanavicius, et ils ont décidé de faire quand même une comédie sociale ultra dark sur un sujet réel, sur l'immigration clandestine, sur le fait de la débrouille, des petits boulots, de l'hostilité de l'autorité, et Omar jouait un Sénégalais qui vivait illégalement en France dans ce film, et je trouve, quand j'y repense, sa prestation est extra, et pas forcément parce qu'il y a Tahar Rahim qui joue pas mal, mais surtout parce que sa partenaire c'est Charlotte Gainsbourg, et à chaque fois que je vois une bonne prestation comme ça, où il y a un vrai échange entre deux comédiens, faut pas oublier que pour que Omar Sy brille, il faut vraiment que Charlotte Gainsbourg soit extraordinaire, et elle était à son summum dans ce film. Je trouve que c'est un film qui met c'est un de ces films dont tu sors et tu te dis, oh là, j'ai vu une comédie un peu dark. Est-ce que j'ai vraiment été dans le bon mood? Et en fait, il m'est resté des choses de ce film. Il y a des choses auxquelles je pense. Et surtout, je pense aussi que Toledano et Nakache, à partir de ce film-là, se sont posé une question sur leur cinéma. Genre, ils se sont dit, ok, on a fait notre carton commercial, on a fait la facilité. Maintenant, on va. Non, je trouve pas qu'Intouchable soit la facilité. Enfin, moi, j'aime pas, énormément Intouchable. Je suis pas ouf de Intouchable, mais par contre, je trouve que Samba est vraiment audacieux. Ah oui, c'est plus audacieux peut-être. C'est plus risqué. C'est plus risqué si tu préfères. Mais on peut pas nier quand même, il y a une espèce de fossé entre les deux. Oui, le ton, la tonalité du film est complètement différente. Et je pense que c'était. Je dis pas que c'était le chien au portin de Omar Sy, parce qu'il est quand même rigolo là-dedans, mais c'était. Ça pourrait être Chocolat, son équivalent. Un peu plus, vraiment. Chocolat, c'était quand même assez dur. Chocolat est très très dur en plus. Et aussi, tu parlais de partenaire, mais Chocolat, c'est aussi très bien parce qu'en face de lui, il a James Thierry qui est démentiel. Et il a un vrai contre-pouvoir et qui apporte beaucoup plus de noirceur au personnage, et c'est très très beau. Ah là là, on a hypé sur plein d'autres films sauf celui-là. Remerciements à Mathieu, le doux rêveur à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR, We Love MDR, sur Apple Podcasts et sur toutes les applis dédiées, et sur SoundCloud. Donc merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se retrouve sans doute avec une bonne comédie. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt.